Marhaba bikoum, mesdames, messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et ça justifie, ou plutôt ça montre que vous attachez à la question du développement régional comme et donc c'est un des points que nous partageons ensemble, c'est comment promouvoir les régions et comment promouvoir et appuyer l'investissement dans les régions. La Tunisie a engagé la réflexion autour du plan 23-25 et de la vision 2035 depuis février 2022 et à partir d'un diagnostic approfondi qu'ont fait les différentes régions, les travaux ont avancé en se basant sur au moins 2 ou 3 directions. La première, c'est partir des spécificités régionales, et comment les mettre en valeur pour promouvoir les chaînes de valeur et pour promouvoir les opportunités d'investissement dans les régions. La deuxième question, le deuxième axe ou la deuxième direction, c'est focaliser essentiellement sur les PPP régionales et sur les investissements privés. Les travaux ont beaucoup avancé, les travaux d'élaboration des plans régionaux 2023-2025 ont beaucoup avancé. Et mes collègues des différentes régions sont les directeurs généraux de l'Office de développement du Sud, le CGDR, l'ODNO et l'ODCO ont, comment dirais-je, compilé tous ces travaux et les principaux résultats seront présentés aujourd'hui. Nous souhaitons le bienvenu à Madame la ministre de l'équipement et de l'habitat et à Monsieur le ministre de l'économie et de la planification. Donc on vient juste d'engager la réflexion. Et sans trop tarder, notre programme sera articulé autour de présentations, puis on donne la participation à la salle, puis on revient sur les deuxièmes présentations. J'appelle si Absatar Rebhi, directeur général de l'Office de développement du Nord-Ouest, à faire sa présentation et je l'appelle encore à respecter le temps alloué, les 10 minutes. Merci beaucoup. Merci Sibyl Gassem. Donc je vais essayer de vous présenter la région du Nord-Ouest de la Tunisie à partir d'une présentation générale en passant par les potentialités et les atouts. L'action, ça va porter sur les filières porteuses qu'on a dénichées au niveau de cette région et on va vous mettre en information sur les principaux projets structurants déjà existants et les projets structurants réalisés. Donc notre région se trouve dans l'extrême nord-ouest. Elle couvre les 4 gouvernorats de Béja, Jandoub, Sélienne et le Kef. Elle s'étend sur une superficie de 16 500 km². C'est presque, elle couvre 10% de la superficie du pays. Là où on dénombre une population avoisinant 1 200 000 habitants, caractérisée par un aspect jeune. Donc là où on trouve presque la moitié de la population, c'est une population jeune. Donc cette région connue par beaucoup de potentialités et beaucoup d'opportunités. Donc dans la vision de développement, donc on a essayé de mettre cette région, donc d'améliorer la connexion de cette région pour qu'elle soit en intégration avec les différentes régions du pays. Et sur ce, on trouve l'autoroute transmaghrébine Tunis-Boussel. Et dernièrement, on vient d'achever la route express reliant la région de Sélienne à Tunis, donc dans le sud de la région. Donc comme si la région dans son nord, là on trouve une route autoroute et dans son sud, on trouve déjà actuellement une route express. La région est desservie par 2 lignes ferroviaires. Dans son nord, la ligne ferroviaire de renommée internationale qui relie la Tunisie à l'Algérie, partant de Tunis via Béja, Bousselem, Jandoub et Gardima, et une autre ligne ferroviaire médiane, donc passant par
le milieu de cette zone dans une autre perspective de favoriser encore l'activité touristique. La région est dotée d'un aéroport international d'une capacité de 300 000 voyageurs an, avec un port de pêche et aussi un port de plaisance. Donc, la constatation actuelle dans notre région, c'est que c'est une région où le tissu économique est resté basé essentiellement sur le secteur agricole, et on est en train de faire des ouvertures, on est en train de faire des efforts pour le désenclavement et pour améliorer ce tissu économique, partant par le volet industriel. Donc, là où on a 77 zones industrielles dans toute la région. Donc, on a aussi des zones programmées, donc 15 zones programmées, dont 3 ont commencé, et on espère à ce qu'on accélère les efforts pour achever ces zones industrielles. Donc, jusqu'à maintenant, le nombre d'entreprises existantes et employant plus que 10 emplois sont aux alentours de 353. Maintenant, donnons presque 30 000 postes d'emploi. Mais ce qu'on remarque, c'est que la région, elle abrite aussi d'autres zones, des activités de nature totalement exportatrice. Donc ici, on dénombre 78 entreprises exportatrices, et eux seuls, ils nous dégagent aux alentours de 19 000 postes d'emploi, vu l'importance de ces entreprises. 141 entreprises partiellement exportatrices qui offrent 1600 postes d'emploi. Bien sûr, la région, tout ce qui est équipement socio-collectif et qui est en appui avec l'investissement privé, détient des établissements supérieurs, des centres de formation, que ce soit des centres sectoriels ou bien des centres de formation professionnelle dans les deux secteurs, dans le secteur public et dans le secteur privé, offrant plusieurs possibilités de formation dans plusieurs disciplines. Donc, pour les potentialités, c'est une région qui est connue par son aspect agricole. Donc, elle est considérée comme le bassin hydrique de la Tunisie. Donc, elle détient aux alentours de 25 à 30% des ressources hydriques de la Tunisie. Et sur ce, donc, on est en train, les programmes ont porté sur la mobilisation des ressources hydriques via surtout les grands travaux, les grands projets des barrages hydrauliques. De ces barrages, on a essayé de mettre en place des périmètres irrigués. On est actuellement à 100 000 hectares de périmètres irrigués dans cette région. La région elle est connue aussi par le vaste étendue forestier et qui dégage pas mal d'opportunités dans ces zones. Et elle s'ouvre aussi sur la mer Méditerranée et sur une longueur de 51 km, donc elle offre un potentiel halieutique important, estimé potentiellement et annuellement à 20 000 tonnes. Le taux d'exploitation actuel, il est entre 5 et 8% annuellement, donc on a beaucoup d'opportunités là-dessus. À côté de ces deux opportunités, ces potentialités, on a aussi un riche patrimoine historique et des vues plaidoyantes au niveau de la région, donc qui peuvent mener une activité sur le côté, dans le secteur touristique. Donc à partir de ces potentialités, l'action porte sur des secteurs. Quand on a essayé de viser le premier objectif, c'est qu'il soit complémentaire, et visons aussi l'amélioration du tissu économique pour passer de cette mono-activité agricole vers un tissu économique basé sur aussi bien les services, l'industrie et surtout l'industrie agroalimentaire, et bien sûr renforcement du secteur agricole. L'objet de ces actions s'insère dans l'orientation nationale, c'est de porter des activités en matière de filière agricole, de filière dans toutes ces activités. Par exemple, ici, en matière d'agriculture, et surtout l'agriculture associée à l'industrie agroalimentaire, on a beaucoup de filières, dont les principales sont les filières céréalières, les produits laitiers, dont on a actuellement une filière qui est actuellement elle est active, les produits forestiers aussi, surtout tout ce qui est PAM, donc des plantes aromatiques et médicinales, les produits de mer et d'eau douce, vu l'importance des lacs, des retenues de barrage, donc où on peut faire des ensemencements
des poissons. Les fruits, les légumes et les légumineuses, donc c'est une région caractérisée par cette production. Et aussi, on peut mener l'action sur la filière viande rouge, vu que les potentialités l'offrent et vu que en matière de le besoin national et l'autosuffisance nationale fait un appel pour ce type de produit. Donc, je ne vais pas me tarder sur les détails des céréales, ils sont un peu détaillés, donc je suis un peu limité par le temps. Donc, ici, pour les céréales, on a essayé de synthétiser un peu les points forts de ces filières et les opportunités, à titre d'exemple, qu'on peut mener dans ces filières ici. Donc, les produits forestiers, les produits de mer, tout ce qui est fruits et légumes, donc tout ce qui est viande rouge. À côté de cette potentialité d'ordre agricole, et d'ailleurs elle est déjà connue au niveau national, on a les substances utiles et qui sont capables d'être menées pour appuyer un peu l'industrie et pour exploiter au mieux et rationnellement ces substances utiles basées essentiellement sur le marbre, le sable et surtout les argiles de qualité pour multitude de disciplines. Donc, en compagnie et en coopération entre notre office et l'office des mines, on a mené une étude préliminaire où on a sélectionné 300 sites donc, répertoriés. 180 sites sont au stade études préliminaires, 15 sites sont au stade études plus ou moins approfondies et 2 sites approfondis dans le domaine du marbre. Et on a dégagé, de par cette coopération, 4 cartes de substances utiles disponibles à raison d'une carte géologique par gouvernorat. Donc, ce qui nous permet de mener l'action sur 3 filières qui sont la filière des marbres, la filière des argiles et la filière des sables. Pour le secteur touristique, donc c'est que l'on considère le 3e pilier d'important, la région elle offre la possibilité d'un tourisme de 4 saisons, vu son ouverture, c'est l'existence des sites archéologiques, l'existence de la forêt, donc on a la neige, on a la forêt, on a la plage, on a tout ce qui nous permet de faire un tourisme de 4 saisons. Et sur ce, on a travaillé au niveau de l'office et on a dégagé plus que 50 circuits touristiques, donc avec des degrés différents de point de vue taille et qui sont répartis sur les 4 gouvernorats et qui peuvent être considérés comme une base sur laquelle on peut approfondir les études et pour développer ce tourisme, surtout le tourisme basé sur les gîtes ruraux et les circuits des sites archéologiques, les circuits basés sur la mer, les circuits basés sur les vues pittoresques, les vues pittoresques. Donc, de toutes les façons, comme je l'ai dit, pour mener cette action de développement régional, l'État a fait beaucoup d'efforts en ce sens. On a énuméré pas mal de projets, mais il reste encore quelques projets à mettre sur place et qui sont projetés. Et on espère à ce que dans le plan en cours, dont on est en cours de préparation, le plan 23-25, on va programmer d'autres projets pour appuyer davantage cette zone et pour améliorer davantage l'environnement d'attraction. Quelques projets en matière d'investissement direct étranger implantés dans la région, ils sont implantés depuis plus que 10 ans, donc ils sont là et on a connu une réussite totale dans ces entreprises. La réussite, elle est approuvée par les extensions. Parfois, on trouve dans quelques usines, ils ont passé à la 2e et la 3e extension, ce qui prouve qu'on peut être bien reçu au nord-ouest et on peut être bien encadré dans l'environnement du nord-ouest. Donc, je vais me limiter ici avec 2 projets proposés pour le partenariat public-privé. Donc, on a un projet au niveau de la région de Indra Barqa, initié par la société civile et qui touche les secteurs de tourisme, de loisirs, de la culture, de la commerce et de la santé. C'est un projet évalué et estimé actuellement à 10 millions de dollars et on pense à ce que ce projet pourrait contribuer à
passer à un autre palier en matière de nature et qualité de projet. Ce projet, actuellement, l'étude de faisabilité est presque finie et on a commencé à mettre en place même la société qui va mener et piloter ce projet. Merci. Un deuxième projet dans la zone de El Kerma, sur la frontière algérienne. Donc j'ai choisi ces deux projets parce qu'il y a une spécificité, une autre spécificité, c'est que la région s'étend sur une frontière plus que 262 km, donc on a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'échanges à faire avec notre voisin, avec un marché qui dépasse les 40 millions d'habitants. Merci, c'est Abstar. Merci pour votre attention. Mais en deux mots, si vous permettez, avant de quitter, quels sont les créneaux porteurs et les créneaux émergents où la région est compétitive? En deux mots. Donc, les créneaux porteurs et les créneaux émergents dans la région du Nord-Ouest et qui sont beaucoup plus compétitifs que le reste des régions. Donc, en deux mots. Donc, automatiquement, on doit passer par le secteur agricole et on doit dénicher dans le secteur agricole, surtout orienté vers l'agroalimentaire. Merci. Merci pour votre attention. Donc, on enchaîne de la région du Nord. On enchaîne de la région du Nord à la région du Sud et j'appelle Khaled Hashish, directeur général de l'Office de développement du Sud, de faire son plaidoyer, mais je l'invite encore à respecter le temps et à focaliser sur la dernière question, les créneaux porteurs, les créneaux émergents et les où la région est beaucoup plus compétitive et beaucoup plus attractive. À vous la parole, c'est Khaled. Donc, bonjour tout le monde. C'est un grand honneur pour moi de présenter la région du Sud tunisien. Surtout avec messieurs les ministres de l'économie et de la planification, madame ministre de l'équipement. C'est une grande région, le Sud tunisien. Donc, l'Office de développement de Sud, معناتها institution créée depuis 1984. Donc on travaille depuis sur 6 gouvernorats, gouverneur de Tataouine, Mednine, Guess, Gbili, Touzr et Gafsa. Donc ces 6 gouvernorats, 61 communes, on est le Sud tunisien et presque couvre 56% du territoire tunisien. Donc, c'est une grande région, 1,7 million d'habitants. Donc, on a presque 400 000 actifs occupés. Cette région, elle est basée sur, du point de vue activité, l'agriculture, presque 15% des actifs, l'industrie manufacturière 8%, les mines et les énergies 3%, le bâtiment et travaux publics 20% et les services, il occupe du point de vue activité 54%. Donc le site tunisien, on a 4 aéroports internationaux, à savoir Djerba, et avec une capacité de 4 millions de voyageurs par an. Actuellement, on a fait 2 millions l'année précédente, mais on prévoit que l'activité reviendra avec un retour normal. De même, le port de Tozer, 400 000 par an. Gabès et Gafsa, 200 000 capacités. On a 4 postes frontaliers, 2 avec la Libye et 2 avec l'Algérie. Donc, Ras Jdir et Dhiba et Hazwa ou Tamaghza. 2 ports commerciaux, à savoir le port de Gabès et le port de Tarzis. Chacun, il fait presque 2 millions de tonnage par an. Donc, de même, le parc d'activité économique de Tarzis, actuellement, il est à 60 hectares. Donc, on a des sociétés d'investissement, 4 sociétés d'investissement, à savoir Soudis, le FERDICM, Soudit,
et le SIDEC, donc Dbelli, Mednine et Gafsa et Tataouine, 12 zones industrielles, presque 590 hectares. Le taux d'exploitation est de 68%. On a donc deux centres techniques des cultures protégées géothermiques à Gabès et centre technique des dates à Gbelli. C'est presque 31 ou 32 institutions universitaires dans la région. Pour les zones industrielles, donc presque les zones industrielles dans la région du Sud, ils bénéficient des encouragements de développement régional. Donc, on a presque un taux d'exploitation d'environ 70%. Donc, il reste des opportunités pour investir dans ces zones industrielles dans toutes les régions. Donc, si on prend la carte de développement régional au niveau du site, donc presque l'ensemble des délégations au niveau du site tunisien bénéficient des encouragements de développement régional, sauf quelques délégations d'Arzis, Ajim, Hamtessouk, Midoun et le centre-ville de Gabès. Donc, pour la région du Sud, on a un pôle d'agriculture basé sur le palmier daté. Presque, c'est une grande. On est actuellement à 350 000 tonnes de dattes. En 2010, ça a été 200 000. Donc, il y a un grand accroissement de production des palmiers datés et surtout de Glitnour. En même temps, la géothermie, presque à Gabès, c'est une activité importante. Il y a une extension dans cette activité à El Hisha. Actuellement, il y a un grand projet qui va s'installer dans le nord du gouverneur de Gabès, pôle d'industrie chimique à Gabès, pôle d'extraction et transformation du phosphate bassin minier Gafsa et pôle d'extraction et transformation du gypse à Tataouine. Même chose il y a un pôle d'industrie agroalimentaire pour les écoles, viande rouge et produits de pêche à Mednine. Donc le tourisme, presque on est à 250 unités, 62 000 lits dans la région. La capacité la plus importante est à Djerba, 50 000 lits. 50 000 lits et 10 000 lits dans les autres régions. On a le tourisme thermal, le tourisme balnéaire et le tourisme saharien à 12 et à Jrid et le tourisme de montagne dans la région de Zahar. Donc la région de Zahar, elle est choisie parmi les top 100 destinations au niveau mondial. C'est un tourisme écologique qui se base à Matmata, Toujen, Tamazrat, Bnikhdesh et Douirat, Ghomrasen. Donc actuellement, on est actuellement en train pour la création d'un géoparc au sud-est qui couvre les 3 gouvernorats. C'est la région de Zahar qui s'étale sur 6 000 km². Et actuellement, on est en cours de préparation de la labellisation de l'UNESCO. Donc, même chose, il y a une richesse naturelle et des produits et de divers produits artisanaux dans la région du Sud. Les perspectives de développement de la région du Sud. On a mené un travail avec le JICA c'est-à-dire en 2015 sur la vision et les perspectives de développement de la région du Sud. La vision, c'est la région du Sud sera développée de manière durable avec la création d'emplois pour tous, créant une valeur ajoutée plus élevée et maintenant une forte compétitivité dans l'économie mondiale. Être sophistiqué, unique et innovateur. Donc on a 3 axes de développement. Un axe 2 minutes. Bon.
Donc, pour les grands projets, donc, il y a le projet de l'autoroute Gabès-Mednin et Mednin-Rasdir qui, donc, il reste un seul tronçon au niveau Gabès-Mednin qui, on espère d'ici la fin 2022. On passe aux filières, c'est Khald, direct. Donc, pour les... de même, il y a des projets d'alimentation en eau potable et surtout les stations de dessalement à Zarat. Donc, ici, les trois grands projets, à savoir le parc d'activité économique des Arzis, actuellement à 60 hectares, extensible à 850 hectares. La zone franche des activités commerciales et logistiques de Benguerden, qui est à 150 hectares, on a fait les travaux de raccordement et actuellement en cours de création de la société. Et même chose, la zone franche d'activités commerciales et logistiques de Bouchama et de Zarzis. Pour les opportunités, comme j'ai déjà évoqué, donc on a, c'est-à-dire les potentialités, elles existent dans les dates. Donc on a une superficie de 56 000 hectares et une production de 360 000 tonnes. Même chose pour les cultures géothermiques. Actuellement, la Tunisie est le troisième rang mondial. Les cultures, les plantes aromatiques et médicinales avec l'Institut de recherche aride à Mednin. Donc on travaille sur cette potentialité, c'est une grande potentialité au niveau du site tunisien. Même chose pour les viandes rouges et surtout les produits camelins et les substances utiles. Le quatrième réserve mondiale de gypse, il existe dans la région de Tataouine. Actuellement, on a 4 unités, mais on a une zone industrielle de 25 hectares donc qui peut faire l'exploitation de cette réserve qui existe dans les régions de Tataouine et dans les autres régions comme Gafsa et Gbeli. Une autre, c'est-à-dire richesse de la Tunisie, c'est les énergies renouvelables. Donc on est à 300 jours ensoleillés par an. Donc la Tunisie a besoin de développer cette opportunité. Même chose, le déficit au niveau énergétique importe et notre stratégie au niveau 2030, c'est-à-dire exige le développement des énergies renouvelables au niveau de la Tunisie et spécifiquement au niveau des sites. Et merci. Merci, c'est Khald. Donc, mais j'ai aimé que vous commencez par les derniers slides et vous passez beaucoup plus de temps que la présentation Mais bon, merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier mes collègues qui ont fait leurs efforts de faire ces deux présentations. Pour ne pas, alourdir la séance, je donne la parole à la salle pour celles et ceux qui veulent réagir ou poser des questions à mes deux premiers panélistes. Bonjour, merci tous les deux pour cette présentation des deux régions qui sont au nord et au sud. Ma question est tout à fait simple et peut-être que c'est une question récurrente, mais je vois beaucoup d'opportunités. Je vois surtout le fait que ces deux régions soient en contact avec l'Algérie et la Libye et je vois toutes ces potentialités qui font partie des enjeux, que ce soit par exemple les enjeux environnementaux ou bien pour d'autres questions qui sont l'exploitation des ressources naturelles. Alors pourquoi est-ce que ces deux régions semblent les moins développées et dans lesquelles on s'investit le moins quand on pense à la Tunisie? Merci. Monsieur, présentez-vous, s'il vous plaît. Merci. Donc, je m'appelle Mohamed Ajmi, je suis tunisien, je suis historien de formation, spécialiste des relations internationales, et je répète toujours que je suis issu de l'un des meilleurs systèmes éducatifs dans le monde à l'époque du leader Bourguiba et du philosophe Mahmoud Mesadi, qui n'était pas philosophe seulement sur le papier. Il avait un projet de société et c'est ce qui nous manque. Alors, comme je connais notre pays beaucoup mieux que beaucoup de députés et que de ministres,
Je vais commencer par la fin. Alors là où on va dans les administrations, on trouve des personnes, des responsables, femmes et hommes, très compétents et très compétentes. Ça veut dire que le niveau est réellement international. Sauf que, au résultat, c'est toujours en deçà. C'est-à-dire que les résultats sont toujours en dessous de 10 sur 20 comme moyenne. C'est un pays où on ne manque pas de potentialité humaine et intellectuelle. On ne manque pas de richesses naturelles. On ne manque pas de terres arables, de forêts, de nature. On a l'un des meilleurs climats dans le monde. Là où on trouve réellement les 4 saisons. Et c'est un climat très sain qui ne nous laisse pas tomber malades. On n'a ni un froid qui nous brise les dents, ni une chaleur qui donne la méningite. Alors, le problème, on ne manque pas de ressources humaines, intellectuelles. On ne manque pas de ressources naturelles. On a fait tomber la production du phosphate de 8 millions 2010 à 0 kg et 0 quinto au quintal. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une question directe? La question, où est le problème? D'accord. Merci beaucoup. Ben, écoutez, il y a monsieur, et je crois qu'on va revenir au troisième et quatrième présentation. On ouvre la discussion pour qu'on ne peut pas prendre beaucoup plus de retard. Allez-y. Allez-y. C'est bon. تفضل ما اعطيته الميكرو تفضل allez-y. السلام عليكم. دكتور سلمان، انوفيشن جروب، رئيس مجموعة متخصصين في البرايفت اكويتي، مساهمين كويس في السوق التونسي، ونحاول قدر المستطاع ان احنا نقف معاكم. ملاحظة قبل السؤال للأخوة المنظمين، إذا كان هذا المؤتمر في اللغة الفرنسية، لأن مع كامل احترامي في النص الأول في الدستور التونسي إنها دولة عربية، أو بالضبط تونس دولة حرة مستقلة تحمل اللغة العربية والدين الإسلامي. فإذا كان احنا جايين من الكويت، أنا أتكلم عن نفسي، وإحنا نوصل إلى هذا المكان المبارك، نتفاجأ أن أغلب الموجودين يتكلمون، أو 80% من الموجودين من الأخوة يتكلمون اللغة العربية وإحنا نتكلم فيه. فهذه أول نقطة احنا قاعد نشوفها في فقد لغة الحوار بيننا. والصديق من صدقك، نبتدي من الأول. أتكلم بصفتي في مساهمين في صناديق الاستثمار في تونس. رغم المعوقات ما زلنا احنا مستمرين معاكم إلى الآخر. من بعد وفاة الصديق شاذلي العياري فقدنا أدوات الاستثمار الحقيقية، أو أدوات الاستثمار اللي احنا نتعامل فيها في المشاريع التعاونية مع الدول. يعني قاعد نشوف قلة في تقديم الاستثمار بطريقة أن فقط الأدوات السطحية، وأنا أتكلم مع أخوة متخصصين في مجال الاقتصاد، فأدوات الاستثمار ما قاعد نشوفها، مثلا كمساهمة البرايفت اكويتي، مساهمة الصناديق، إنشاء السندات الإسلامية، كل ما في ذلك. نبتدي، هل هذا الأمر متعمد حتى خروجنا احنا من السوق؟ فاحنا ما عندنا مشكلة، نقدر نسيل ونطلع من السوق بكل أمانة، وما زال الأسواق مفتوحة. يعني كالسوق الليبي اليوم قاعد يقدم لنا انشورنس على كل مشروع يفتح. أتصور أغلب الأخوة يمكن شفناهم في المؤتمرات اللي كانت تقام على الأرض التونسية، مستعدين يقدمون
تأمينات من أكبر الشركات العالمية مقابل المشاريع، أن أنت أضمن فيها. احنا نتكلم عن أرض ساخنة، ما زالت التداولات السياسية والاقتصادية، فبالتالي احنا مؤثر حقيقي على هذا الموضوع. وما زال احنا نتكلم عن المدرسة المصرية أيضا. المدرسة المصرية اليوم ابتدت تقدم كل السندات، كل الدعم، كل المميزات، حتى ان احنا ندخل في السوق المصري، ولكن احنا ما زلنا متمسكين يعني لإيماننا إيمان مطلق في السوق التونسي، لأن احنا خضنا في التجارب الممتازة جدا ودخلنا في خطوات ممتازة جدا. لكن الوضع بشكل عام، الله يصلح الحال بشكل عام، الخطوات اللي ماشيين فيها أمانة نفتقد إلى أدوات الاستثمار اللي هي المحفزة. وأكرر أسفي، ممكن أنا تكلمت في اللغة العربية، لكن أنا خريج جورج واشنطن وما عندي أي مشكلة، وخريج أيضا فيينا، لكن أنا أحترم الدستور مثل ما هو عليه. شكرا لكم. Merci. Merci. Azouz Naifer, ancien diplomate. Bon, je poursuivrai en français. J'ai juste deux questions. J'ai vu que dans le nord-ouest, l'on envisage la création d'une zone de libre-échange. Est-ce que la zone de libre-échange qui existe sur la frontière libyenne a donné des résultats qui permettent de projeter la création d'une nouvelle zone? Et l'autre point, c'est, je pense qu'on devrait mettre davantage l'accent sur les énergies renouvelables. Merci. صباح النور. عبد الرزاق الفقيه، قاطن في مدنين وممبر du bureau exécutif de Connect, notre organisation. Je travaille sur le même territoire que vous, c'est Khaled. Donc c'est juste, je suis أنا نائب على الخمسة ولايات متاع الجنوب، هكا علاش نسمح لروحي باش نتكلم اليوم. السيد مدير الأوديس، نحس راهو الأوديس في السنوات الأخيرة راهي غايب علينا شوية في الجنوب. المشاريع اللي قدمتهم كلهم كانت خدمة تاع سنوات قدم ومشاريع كبار، وكنا نجموا نحققوا مشاريع أخرين. أنا عندي جوست في زوز نقط من الخدمة متاعنا في كونكت في الجنوب. عملنا في الأيام الاستثمارية منهم يوم استثماري خصصناه لتهيئة بحيرة بوغرارة. هذا سي ان بروبليم. نعم. المباشر قدمنا مشروع كامل باسم كونكت، مشروع تنموي سياحي فلاحي وكل، قدمناه للأوديس، قدمناه لوزارة التجهيز، قدمناه لوزارة السياحة، ولكنه معناها لاك دو بوغرارة كونتينيو اغريسي بار لو ديدوبلومون دو لا شوسي، وهذا حاجه حاضرين. السيد المدير ماذا بيا لفت من عندك انت. ميرسي بوكو. دونك شكرا جزيلا. انا ما عنديش مانيش باش نجاوب على الاسئله الكل، لكن باش نحب نتفاعل مع اخونا وصديقنا الدكتور سلمان من الكويت. مرحبا بك. هو ممكن يسرنا وقت اللي دخلنا حطينا الجلسه هذه في اطارها. الجلسه هذه هي عباره على مفتح للجلسات القادمه، وستجدون ان شاء الله الاجابه على كل تساؤلاتكم، والسيد وزير الاقتصاد والتخطيط في اليوم المقبل ان شاء الله. وقت اللي عندنا زوج جلسات اليوم، هي جلسات نعتبروها احنا مفتحات للاستثمار في تونس، اليوم الكبير اللي هو ان شاء الله بعد الافتتاح الرسمي من قبل السيدة رئيسة الحكومة. مانيش باش نجاوب، لكن on dit l'œuvre de développement c'est pas une action, c'est un œuvre. On le dit réellement, c'est un œuvre, c'est un processus. اللي هو ما هوش c'est pas aujourd'hui qu'on le fait, mais ça remonte ça prend du temps, ça se développe au fur et à mesure. Donc
C'est pourquoi même des projets qui ont été lancés, réalisés, et on doit attendre un peu le temps de retour et le temps de leur impact. Sans tarder, parce que je dois revenir une autre fois à la salle, j'enchaîne avec Ahmed Nadderi pour faire son plaidoyer pour la région du centre. On va répondre à toutes les questions en même temps. On va répondre à toutes vos questions. C'est vrai, la zone... Non. Vous voulez une réponse maintenant, c'est pas grave. Pour l'énergie renouvelable, vous voyez que réellement le gouvernement a finalement signé, approuvé et validé les 500 mégawatts. Et nous, on projette avoir un taux de mix de 35% jusqu'à 2030. Et ce mix énergétique qui sera de 35% sera réellement en grande partie focalisé sur l'énergie solaire. Quant à la zone de libre-échange, si vous avez suivi les présentations, et là je vais donner peut-être la parole à mes collègues qui vont vous donner plus de précision, on a lancé les premiers projets et le temps qui reste trop court, on ne peut pas, comment dirais-je, vous dire que ce n'est pas porteur. Mais on sait pertinemment que ces porteurs, on est en train de les réaliser. Et donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je vais passer directement à la présentation pour gagner du temps et mettre l'accent surtout sur la région du centre-ouest comme zone d'intervention opportune et présente des filières économiques très promoteuses. 3 phrases à retenir dans mon intervention. Ce sont les créneaux porteurs dans la région centre-ouest. Ce sont le tourisme alternatif avec 4 filières économiques, le substance utile avec une filière, c'est la filière marbre, et l'agriculture avec plusieurs filières à développer. Donc, c'est l'essentiel de mon intervention. Pourquoi investir à la région du centre-ouest? Donc, la région, comme espace territorial, comprend 3 gouvernorats. Donc, la région centre-ouest comme zone d'intervention opportune qui présente des filières économiques très, très importantes. Donc, comme espace territorial, elle comprend 3 gouvernorats, à savoir Gasserine, Sidi Bouzid et Kérouan, avec une superficie de 22 000 km², avec une population de l'ordre de 1,4 million d'habitants. Donc, cette région, elle est à proximité des aéroports et des ports de la Tunisie. Elle présente un carrefour quasi obligatoire entre le nord-ouest du pays avec le sud du pays. Pourquoi investir à la région du centre-ouest? Donc, cette région présente un environnement propice à l'investissement. Et grâce à cette région est dotée de ressources naturelles très importantes. La région, elle accapare 30% de forêts du pays, 30% aussi de patrimoine archéologique tunisien, des aires protégées, 4 parcs nationaux et 4 réserves naturelles. Avec sa position géographique de proximité et aussi un bassin d'emploi de qualité et non saturé, avantages fiscaux très encourageants. Elle présente sa région un tissu économique diversifié, un pôle agricole par excellence, 2 millions d'hectares d'agriculture dont 58% laborables, de ressources hydriques importantes, position leader nationale pour plusieurs produits agricoles. Elle présente aussi un secteur industriel apte à se développer et un potentiel spécifique pour le tourisme alternatif et aussi un pôle important de substances utiles. Comme patrimoine historique, elle est typique. Elle présente 1% des vestiges historiques byzantins et romains à l'échelle nationale. Elle présente aussi des sites archéologiques très reconnus tels que de Sbitla et Hydra. Donc, la civilisation arabo-musulmane à Kérouan, surtout mosquée de Uqba et Fouskit la Ghalba à Kérouan. Donc, ce qui permet à la région d'être un pôle promoteur pour le tourisme alternatif, et ce grâce à un parcours de forêt important, des réserves naturelles spécifiques et uniques, des sites archéologiques importants et spécifiques, un patrimoine
diversifié et authentique, un produit artisanal de terroir et de sources d'eau chaude naturelle typiques et uniques. Ces créneaux permettent à la région de dégager 4 filières dans le domaine tourisme alternatif. C'est le tourisme culturel avec un potentiel spécifique important en matière de patrimoine archéologique, aussi d'art et traditions populaires, tels que l'artisanat local, les manifestations culturelles et l'art culinaire que présente la région. Ces sites sont répertoriés sur une carte avec une étude réalisée par notre établissement qui donne par détail les différentes opportunités dans ce domaine. Une deuxième filière importante, c'est le tourisme thermal. La région présente 10 sources d'eau chaude, géothermique, ayant des caractéristiques physico-chimiques typiques et thérapeutiques très intéressantes, telles que la station thermale de Boulab, où présente une opportunité de projet partenariat PPP avec une étude sommaire qui existe dans la région. Des stations de Sidi M'Ammar et Jbal Trouza à la vapeur, elle est unique en Tunisie, aussi Ain Hdej et Cherichira, donc dans la région de Sidi Bouzid. Ces sites sont répertoriés aussi sur carte que je le présente dans ce slide. Comme troisième filière très intéressante, c'est le tourisme écologique. La région bénéficie d'un cadre naturel particulièrement attrayant de fait de sa richesse et de sa diversité. La montagne et les forêts représentent les atouts forts de la région. Elle abrite le point culminant de la Tunisie, Chambi, comme vous le connaissez, avec une altitude de 1544 mètres. Elle accapare 30% de couverture forestière du pays. Elle compte de nouveaux espaces protégés, donc, et aussi elle constitue un espace rural vaste, riche par ce mode de vie et gastronomie, et ses produits agricoles familiales et ses cultures biologiques. Elle présente aussi la grotte de mine, Maghart el-Manjem à Kérouan. Donc, ces sites sont répertoriés aussi sur la carte, comme vous le voyez. Donc, pour plus d'informations, nous avons une étude pour vous, faite à votre disposition dans ce domaine. Comme quatrième filière, c'est l'agrotourisme. La région offre un séjour à la ferme, donc de découverte, de savoir-faire et des spécificités des différents terroirs de la région. Donc, les sites sont aussi répertoriés dans son domaine. Donc, le créneau d'investissement dans le tourisme alternatif, c'est l'aménagement du circuit touristique intégré dans les 3 gouvernorats et par filière, donc plusieurs circuits touristiques, la structuration, organisation des événements culturels complémentaires dans le centre-ouest et sur la valorisation du secteur artisanal et de patrimoine matériel et immatériel. Aussi valorisation de la forêt, des grottes typiques pour un tourisme écologique et aussi le développement du tourisme de santé et surtout le thermalisme comme créneau porteur. La région présente donc des projets de partenariat dans son domaine, tels que la station thermale de Boulab à Kasserine avec un investissement de l'ordre de 60 millions de dinars tunisiens, la station thermale de Trouza à Hammam Trouza, donc à Kérouan, la station thermale à Ain Hdej, donc le centre intégré de loisirs à Fouskit la Ghalba, création d'une zone touristique à Kérouan et une zone à Hidra sont des opportunités de PPP. L'autre domaine, c'est le pôle agricole par excellence. La région, elle est principalement à vocation agricole. Elle présente 154 000 hectares de périmètre irrigué. Elle occupe le premier rang au niveau national pour plusieurs produits agricoles, tels que l'amande, le pommier, l'abricot, le pistache. Elle est leader national pour l'huile de romarin et aussi pour l'huile de pépin, de figue de Barbarie. Elle a une structure de production agricole riche et variée du l'élevage, l'arboriculture, le maraîchage et le céréal aussi. Elle présente des opportunités dans l'agriculture biologique. Donc, on a présenté plusieurs filières qui existent dans la région. On l'a répertorié par gouvernorat, tels que le pistache et le pomme, le figue de Barbarie à la région gouvernement de Kasserine, l'abricot, le piment et le tomate à Kérouan, la viande rouge, l'huile d'olive et le bois d'olivier à Sidi Bouzid. Principaux créneaux dans l'agroalimentaire, donc c'est l'extraction des huiles essentielles, l'agriculture biologique, le séchage, la déshydratation, le conditionnement et emballage, les plantes aromatiques et médicinales, avec l'opportunité de PPP comme pôle technologique agricole à Kérouan, où le conseil régional a
laissé 14 hectares à la destination de ce projet. Donc on cherche un promoteur dans ce domaine. Et aussi le marché de production Souk Lentej à Sidi Bouzida avec un investissement de l'ordre de 230 millions de dinars. Donc ce sont des opportunités très importantes dans ce domaine. Le troisième créneau qui est important, c'est les substances utiles. Donc la région présente des réserves importantes en substances utiles avec de nombre de 139 sites répertoriés donc, par gouvernorat. Vous voyez le tableau qui est présent. Et aussi la présence des sites potentiels pour la production. Donc je continue les principaux sites de substances utiles. Et il vous reste 2 minutes. OK. Les principaux substances utiles dans la région centre-ouest, nous avons présenté une étude qui est à la réception. Donc, ils sont répertoriés par gouvernorat. Surtout, une filière très importante, c'est le marbre beige royal de Tuelle qui est connu à l'échelle internationale. Et aussi le gris de Foussène et le marbre noir de Boulahnej qui est connu à l'échelle nationale. Donc, la région du centre-ouest, du point de vue industrie, elle est apte à se développer. Elle présente 19 zones industrielles ayant une superficie de 521 hectares, dont 468 hectares sont aménagés, à taux d'occupation de l'ordre de 43% comme moyenne des 3 gouvernorats. Elle présente aussi 280 entreprises employant 10 personnes et plus. Donc, les industries agroalimentaires et l'industrie matériaux, donc comme activité de valorisation des ressources locales, le secteur industriel apte à se développer et ce grâce au potentiel énorme que offre la région, tel que le volume varié de la production agricole et aussi la richesse en substances utiles. Les opportunités d'investissement dans ce domaine, c'est l'industrie agroalimentaire, c'est l'extraction des huiles essentielles, la fabrication de matériaux de construction, l'industrie de verre, l'exploitation de carrières, surtout le calcaire, le marbre, le pierre, l'extraction et transformation de marbre et la fabrication d'aliments de colle naturels à partir de fibres d'alpha et aussi la transformation de fibres d'alpha en non-tissés dans plusieurs domaines tels que le médical. Avec orientation de créer des projets de PPP dans ce domaine, avec la création de palais de foire à Kérouan, aussi une zone industrielle à Kérouan où un privé a présenté et d'être capable de monter une zone industrielle de 100 hectares. Donc, il cherche un partenaire, aussi la création de zones de libre-échange à Taleb, qui est une région qui se prête d'être une zone par excellence où elle présente 40 hectares dédiés à ce projet. Le climat d'affaires va être présenté dans d'autres ateliers. Merci. Et le climat va être renforcé par des projets structurants dans la région du centre-ouest, tels que l'autoroute Tunis-Sidi Bouzid-Gafsa et le corridor, la GP13, Gasserine-Sidi Bouzid-Sfax. C'est l'essentiel. Pour d'autres informations, voilà nos coordonnées pour vous donner d'autres informations concernant les merci beaucoup. Et merci. Shukran jazilan. Donc, merci beaucoup, si Ahmed. Je passe la parole à Si Fawzi Ghara pour nous présenter, pour faire son plaidoyer pour tous les 11 gouvernorats du littoral. Et vous avez exactement 12 minutes. Comment 12 minutes. 12 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les présidents, mes collègues, évidemment, quand on parle des régions du nord-est, du centre-est, s'il vous plaît. C'est 62% de la population de la Tunisie et surtout, ils contribuent à raison de 75% de la PIB nationale. Je crois que ces régions ont une mission, une responsabilité. En premier lieu, c'est comment maintenir sa fonction stratégique comme locomotive de développement économique dans le pays. Deuxième point, c'est assurer la relance de notre activité économique et surtout préserver notre patrimoine et notre appareil productif. Et troisièmement, et c'est tout ça, comment diversifier et innovation de notre économie et comment faire intégrer cette région dans les chaînes de valeur mondiales. Présentation, s'il vous plaît.
Pour la région du centre-est, bien sûr, la région du centre-est, ça englobe le gouvernorat de Sousse, Monastir, Mehdi et Sfax. C'est une région où l'économie est très diversifiée. Il y a beaucoup de ressources qu'on peut énumérer. Ce sont des ressources naturelles qu'on peut appuyer pour développer le secteur agricole, terres cultivables à raison de 992 000 hectares et surtout 35 000, presque 36 000 hectares de périmètres irrigués. Bien sûr, il y a aussi les réserves des eaux, 57,3 millions de mètres cubes des eaux déjà mobilisés. Richesse maritime importante grâce à un littoral de 450 km, 23 ports de pêche drainant une production halieutique d'environ 75 000 tonnes par année. Aussi, quand on parle des ressources, c'est 25% de la production nationale de pétrole et 75% de la production nationale de gaz naturel. Comme infrastructure, la région est dotée d'une infrastructure moderne, réseau routier de 3088 km, un réseau ferroviaire reliant le centre-est au nord et au sud, et un météorologie qui communique toutes les régions de Sahel, Sousa, Messir, el-Mehdiya. Des ports commerciaux, Sousa, Sfax, un port pétrolier à Skhira, 3 aéroports internationaux, Monastir, Enfida, Sfax, infrastructure portière et aéroportière qui assure 28% des échanges commerciaux entre la Tunisie et son environnement extérieur, 41 zones industrielles couvrant 1043 hectares. Bien sûr, cette région est dotée des institutions, d'un réseau institutionnel adapté pour développer toutes les filières économiques, des ressources humaines par l'intermédiaire de la formation dans les universités du centre-ouest, du centre-est. Je passe directement, ce sont les institutions d'appui, les institutions de recherche et développement qui existent dans cette région. Les activités économiques, surtout, ça base sur l'agriculture, comme j'ai déjà parlé. Surtout, une spécificité de la région, c'est l'agriculture biologique. C'est l'importance des superficies, surtout dédiées à l'olivier, et la première région d'exportation de l'huile d'olive au niveau national. L'aquaculture, vraiment, c'est une région propice au développement de l'aquaculture, surtout dans la région des Monastir et des Mehdiya. Aussi, on parle du secteur tourisme. Le pôle touristique intégré, recensant presque 250 hôtels à Sousse, Monastir et Mehdiya. Et surtout, il y a des sites archéologiques qu'on peut utiliser pour diversifier l'activité touristique. Une autre chose pour le tourisme, c'est les spécificités de Talasso. Talasso, c'est une destination mondiale pour Monastir et Mehdiya pour l'activité de tourisme de Talasso. Concernant les zones de développement régional, bien sûr, même cette zone, il y a des délégations qui bénéficient du développement régional. Ce sont les délégations qui bénéficient de 30%, c'est au gouvernorat de Mehdiya, et pour le gouvernorat de Sfax, c'est la délégation de Karkana 30%, et les autres délégations de l'intérieur de Sfax qui bénéficient de 15% des primes d'investissement et des incitations destinées au développement régional. Pour les filières économiques dans cette région, bien sûr, comme j'ai déjà dit, on parle des lieux locaux biologiques, l'agriculture biologique, surtout l'olivier à l'huile, la Sfax, Sousse et Mehdiya, c'est un créneau très porteur pour cette région. La mise en beauté de l'huile d'olive et surtout l'huile biologique, et ainsi les biotechnologies. Les biotechnologies via l'existence de centres de recherche et de développement à Sfax, on peut développer la production des pesticides biologiques pouvant être utilisés dans l'agriculture biologique, la santé et pour la protection de l'environnement, micro-organismes produisant des particules efficaces contre les insectes nuisibles à l'agriculture et la santé et l'environnement. Le tourisme alternatif, comme j'ai déjà parlé, on peut intégrer un système touristique intégré où intègre l'écologie, la santé et le balnéaire et le culturel.
L'éthique, bien sûr, l'éthique, on a un pôle technologique d'éthique à Sfax. On peut même fournir beaucoup de solutions d'éthique pour les autres activités économiques et développer des projets et des startups dans ces domaines. Aussi, on peut parler peut-être de quelques projets structurants qui peuvent être réalisés dans le cadre de 3P. L'aéroport d'Enfida, où c'est une plateforme au service de technologie de pointe autour du port des eaux profondes d'Enfida et l'aéroport d'Enfida. Aussi, on peut parler de l'assainissement et la mise en valeur de Sabkhat Ben Ghayada Al-Mahdi. C'est un projet intégré touristique qui peut offrir une opportunité d'investissement dans les 3P, dans le cadre de développement intégré du gouvernorat de Mehdiya et surtout de toute la région du centre-est. Je passe directement pour la région du nord-est. Le nord-est, bien sûr, c'est la porte d'entrée de la Tunisie, comme vous connaissez tous. Et surtout, l'économie du nord-est fortement marquée par la fonction stratégique de la capitale, politique, économique et culturelle du pays. C'est un pôle ouvert sur son milieu extérieur, toujours en phase en idée novatrice. Son système productif s'articule autour des activités manufacturières, des services marchands collectifs et du tourisme d'agriculture. Les qualités des équipements sociaux collectifs qui existent dans cette région est très haut niveau. Bien sûr, l'infrastructure de base de transport, les aéroports internationaux de Tunis, Carthage, 3 ports commerciaux qui assurent avec un taux très élevé de l'échange commercial entre les pays. On parle de la Golette pour les voyageurs, et le port commercial de Bézart et des Rads, bien sûr. Ici, cette région, c'est le point de départ de 3 destinations de l'autoroute, de notre réseau autoroute en Tunisie, l'autoroute sud, l'autoroute nord Bézert et l'autoroute nord-ouest, et prochainement, Inch'Allah, l'autoroute centre-ouest, sud-ouest. Si on parle de 62 zones industrielles d'une superficie de 2334 hectares, d'un parc d'activités économiques à Bézert, d'un réseau ferroviaire reliant toutes les régions comme les réseaux des autoroutes centre-est, sud et nord-ouest. Une plateforme de l'économie de savoir, c'est très important pour cette région de développer davantage l'économie de savoir. Il y a beaucoup d'institutions et de pôles technologiques de l'environnement à Borsedria, pharmaceutique à Sidi Thebet et des télécommunications à Qutb el-Ghazala. Et aussi le pôle technologique d'agroalimentaire Bézert, pôle technologique de l'information à Manouba et le pôle technologique El Fajja Manouba aussi. Il vous reste 2 minutes. OK, Monsieur le Président. Je passe directement, ce sont une sorte, bien sûr, de firmes internationales qui sont installées dans le nord-est. Les projets structurants, projets d'avenir, c'est le projet de mise en valeur d'aménagement de Sabkhat el-Sejoumi. C'est un moment pour le Grand Tunis, c'est très important pour le futur dans le cadre d'aménagement urbain et dans l'intégration urbaine pour les capitales. Aussi, on parle d'un très beau projet d'instauration d'un téléphérique à Jbel Zaghouan. Peut-être il sera le premier téléphérique en Tunisie. C'est un projet qui a déjà une maturité dans les études. Il est en cours de procédures administratives et c'est un projet qu'on peut réaliser dans le cadre de 3P. C'est un projet intégré des systèmes touristiques qui intègre l'archéologique, l'écologique et bien sûr la position des Zaghouan pourrait être très bénéfique pour l'investisseur futur de ce projet. Projet structurant d'avenir, zone logistique de Beremcherga, c'est dans le cadre du schéma directeur des zones logistiques de notre pays. C'est une position agréable pour servir les capitales et les Gabon et toutes les autres régions limitrophes des districts de Tunis. Projet commercial, c'est la création d'un terminal au port commercial de Bézert.
brièvement les filières économiques qu'on peut développer dans cette région, les produits agricoles bio, comme on a parlé, surtout à Zaghouan, les légumes fraîches, Menouba, Bizerte et Ben Arous, arboriculture intensive dans les régions Nebel, Ben Arous, Menouba et Bizerte, viande rouge dans tous les gouvernorats et surtout Bizerte, Nebel, Ben Arous, les produits laitiers, les produits de la pêche et de l'aquaculture. Bien sûr, l'équipement médical et pharmaceutique, surtout pour les industries pharmaceutiques pour le futur, c'est un circuit du futur. Les circuits imprimés et connecteurs, déjà, il y a des fermes installées à Ben Arous dans ce sens. Les composantes électroménagères, fabrication de composantes électriques, mécaniques et auto et aéronautiques. Le tourisme culturel écologique intégré, surtout pour les régions de Menouba, Zaghouan et Benzart et Nebel. Bien sûr, la transition numérique offre beaucoup d'opportunités dans ce sens dans les communications et télécommunications, le développement des logiciels et aussi la transition énergétique dans les fabrications des capteurs d'énergie solaire et éolienne, l'extension des éoliennes des sites d'Ideo et d'Anebel et des Ras Jbel Benzart et bien sûr l'économie d'énergie dans les bâtiments. Et pour finir, réussir la transition écologique, le collecte et recyclage des déchets, textiles, ménagères et industriels, collecte et recyclage des sous-produits agricoles. Et merci pour votre attention. Merci, Sifauzi. Merci beaucoup, Sifauzi. Donc, maintenant, il me reste mon cinquième intervenant qui sera M. Arslan Berjeb, membre du bureau exécutif de Connect. À vous la parole, si Arslan. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, excusez-moi, tout d'abord, je n'ai pas eu l'opportunité de préparer une présentation, donc je vais profiter plutôt de l'opportunité qui m'a été offerte d'intervenir en dernier lieu pour pouvoir justement revenir sur les interventions de nos amis et essayer d'interagir. Je ne vais pas prétendre brasser toutes les problématiques régionales, mais je vais essayer un peu de vous exposer notre vision à la Connect, au patronat Connect, et d'essayer de proposer quelques approches régionales. D'abord, d'un point de vue forme, au niveau de la Connect, lorsqu'on se réunit régionalement, on essaie toujours d'avoir un découpage régional transversal. C'est-à-dire, lorsqu'on réunit la partie ouest, on se réunit toujours avec la partie est du nord. Centre-est, centre-ouest, centre-sud-ouest, sud-est. On croit à l'intégration. On croit à l'intégration par l'interaction entre les régions nantis et les régions moins nantis, parce qu'il y a toujours une possibilité qui est offerte par cette intégration-là. Aujourd'hui, nous sommes là, et je ne sais pas, est-ce qu'on se rend compte qu'on est là après exactement 50 ans, quasiment jour pour jour, un peu 2 ou 3 semaines après, 50 ans de la première loi à travers laquelle nous avons essayé donc de changer le modèle économique de la Tunisie. Changer le modèle économique comprend naturellement aussi l'inclusion des régions. Nous avons accès en 1972 à la création d'entreprises totalement exportatrices, qui est un modèle qui a fait décoller la Tunisie, qui a absorbé beaucoup de main-d'œuvre qualifiée et moins qualifiée, mais qui a surtout créé, je disais tout à l'heure, un modèle économique qui a permis à la Tunisie d'accrocher des marchés et de faire venir des multinationales, des sociétés étrangères qui se sont installées en Tunisie, dans les régions côtières, certes, mais dans des régions intérieures avec des avantages fiscaux et des avantages financiers. Est-ce que ce modèle des avantages fiscaux et financiers peut être toujours un modèle sur lequel on peut axer notre développement? En 2016, on a essayé de faire un peu de remodelage de notre modèle d'investissement en mettant en place une nouvelle loi sur l'investissement qui était basée sur deux piliers, j'allais dire. Le pilier de la gouvernance de l'investissement, en créant des agences propres à l'investissement différentes des agences qu'on connaissait fut un temps dans les années 70, mais aussi en créant un second pilier
qui est le pilier le plus important, qui est l'accès au marché. Est-ce qu'on est arrivé, par ce nouveau code, à permettre à nos PME principalement, qui sont à 99% de notre tissu entrepreneurial, à les faire accéder au marché? Nos petites structures, qu'elles soient des villes, des grandes villes ou des régions intérieures, est-ce qu'elles ont pu prendre la locomotive pour pouvoir concurrencer un tant soit peu les entreprises classiques, mastodontes, entre guillemets, naturellement, tout est relatif, tunisiennes? Aujourd'hui, les exposés des amis ont démontré, pour reprendre la parole qu'a dite M. Mohamed, que la Tunisie est un pays de 4 saisons. Qu'est-ce qui fait que ces 4 saisons ne soient pas aussi, j'allais dire, allègres et joyeuses que le fameux concert d'Antonio Vivaldi? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui permet à la Tunisie de, comme on dit en anglais, de enhance, de passer d'une strate à une autre? Je pense que sur les présentations qui ont été faites, on manque considérablement, il y a un niveau qui manque considérablement, c'est comment, entre guillemets, avec l'aspect positif de la chose, vendre nos régions. Comment vendre nos produits régionaux et nos régions, c'est-à-dire le marketing régional. Et je trouve que nous manquons considérablement d'imagination à ce niveau-là. Et c'est un niveau sur lequel on devrait axer un travail pour mieux vendre et mieux valoriser. Lorsqu'on parle de produits artisanaux, de produits de ressources naturelles, lorsqu'on parle de positionnement de la Tunisie à ce niveau-là, est-ce qu'on a pu créer de la valeur ajoutée à ces produits-là, ou est-ce qu'on va continuer à les exporter en brut de décoffrage, tout simplement, à un client étranger qui n'attend que ça pour valoriser et pour donner de la valeur ajoutée chez lui dans ces contrées? Qu'est-ce qui fait que l'entrepreneur, qu'il soit tunisien ou étranger, aille tranquillement vers l'intérieur du pays? C'est tout d'abord une qualité de vie. Et lorsqu'on parle de qualité de vie, il faudrait qu'elle soit le plus proche possible des régions côtières. Une qualité de vie, c'est un trident d'eau, d'énergie et de divertissement. Est-ce qu'on a ce trident-là dans toutes les régions intérieures du pays? On est très loin de ce vœu pieux, et je pense qu'on devrait travailler. On a tout pour, on a des atouts régionaux qui ne sont pas mis en valeur, et on a un focus toujours au niveau des côtes. Je ne veux pas être négatif dans l'approche, mais c'est une approche, c'est des fenêtres de tir sur lesquelles on peut travailler. Naturellement, lorsqu'on parle de qualité de vie, on parle aussi d'infrastructure. Infrastructure routière qui est là, qui se développe de plus en plus, infrastructure ferroviaire qui se développe un peu moins, et infrastructure naturellement technologique par la fibre, la télécommunication, etc. Une minute. Il y a un élément et par lequel je vais finir, je vais être très bref et circonscrit. Donc, c'est une approche de district. Pas district au sens géographique du terme, mais district au sens, excusez-moi d'utiliser un terme en anglais, c'est la clusterisation. C'est travailler créer des régions spécialisées dans des activités particulières. Et si la région de Kairouan devenait un hub mondial de l'automobile? Et si la région de Sidi Bouzid devenait un hub mondial de l'industrie agroalimentaire? Et chaque année qu'on met en plus pour arriver à la clusterisation, c'est encore de la difficulté à regrouper des industries du même secteur. L'objectif, c'est que de bout en bout de la chaîne de valeur, on arrive à avoir on enlève tout d'abord ce cloisonnement, parce que les entreprises étrangères installées en Tunisie travaillent dans ce cloisonnement-là, dans leur bulle interne, exportent à l'étranger et n'ont aucune interaction avec les autorités locales, aucune interaction avec la société civile, aucune interaction avec les sociétés environnantes. Donc si on arrive à créer cette interaction, c'est que les petites entreprises, les petits artisans peuvent s'installer dans ces clusters pour participer un tant soit peu à cette chaîne de valeur, parce qu'on a de l'ingéniosité, on a de l'imagination, on a des jeunes qui veulent accrocher, et malheureusement, cette vision
Et cette volonté, les deux à la fois, la vision et la volonté, il ne faut pas avoir l'une sans l'autre, nous manque. Donc si on arrive à mettre la main dans la main, cessons de penser avantages financiers, avantages fiscaux, pensons à la clusterisation, pensons à la régionalisation des avantages. Excusez-moi si j'ai dépassé un peu mon temps alloué. Merci. Voilà, merci. Merci, Si Aslem. Merci beaucoup, Si Barjab. Donc, il me reste 5 minutes. Je redonne la parole à la salle s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Non, celle qui a pris la parole, ce n'est pas la peine. Donc, c'est à vous. On ne fait pas de sélection, mais désolé, celui qui a eu l'occasion de prendre la parole une fois, c'est bon, on laisse. Et vous? C'est bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, pardon. Bonjour à tous, je me présente Ali Idriss, je suis journaliste économique. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les fiches régions. Elles sont perfectibles, certainement, mais en l'état, elles font bien ressortir le profil d'attractivité des régions. Je regrette qu'on n'ait pas ajouté un paragraphe pour indiquer les incitations et l'intérêt qu'on pourrait avoir en point d'ancrage pour en effet d'intégration dans certaines régions. Maître Barjab a souligné avec beaucoup de pertinence toute la polémique qui a à faire une cartographie de l'investissement, une cartographie régionale de l'investissement dans notre pays, parce qu'on n'a pas encore tranché le problème du découpage des régions. Alors, le sliçage des régions reste une option viable que j'appuie personnellement. Bien. Une autre observation, j'aurais aimé qu'on mette en valeur les potentialités qu'offrent les régions en matière d'économie sociale et solidaire. Et comme on est dans un forum organisé par la FIPA qui a un réseautage international, je réfère à une recommandation faite dans le livre blanc préparé par Sir Abdelrazek Zoueri quand il était de passage au ministère du Développement régional. Il avait demandé aux régions de faire un effort pour identifier les régions d'Europe ou d'Asie avec lesquelles un jumelage était possible. Et il avait cité un avantage décisif avec les régions européennes, parce que quand les régions européennes acceptaient un jumelage, elles donnaient accès aux régions tunisiennes aux fonds structurels, qui sont des fonds destinés au développement de l'infrastructure et qui ne sont pas remboursables. Ce sont des fonds qu'on ne réclame pas. Alors, une dernière observation, aucune des régions n'a appelé à l'activation de la Banque des régions, qui est quand même un mécanisme d'investissement important. Merci beaucoup. Shukran jazilan. C'est la dernière intervention. Et puis, je vais donner la parole aux panélistes pour qu'ils réagissent. Merci. C'est une initiative extraordinaire. Je me présente, je suis ingénieur agronome, président de la Chambre nationale de l'agriculture biologique et du tourisme vert. Je suis exploitant agricole à Bouselm, dans la zone irriguée de Bouselm. À propos de cette zone irriguée, j'ai fait tout un état aux États-Unis et rares les terres et les fertilités et les possibilités de production qui existent chez nous à Bouselm. Malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'y a pas une station de calibrage, de conditionnement et de mise en paquet. L'année dernière, des milliers de tonnes d'oignons ont été gaspillés, ont fait une pollution dans la zone. Donc,
c'est une structure qui nécessite tout le partenariat privé et public pour mettre en place cette unité qui permettra d'absorber les grandes productions et pour l'exportation. Autre chose, pour le tourisme alternatif, tourisme dorénavant, il n'y aura que le tourisme alternatif. Le tourisme, ghetto de tourisme, il faut l'oublier. C'est l'avenir, le tourisme alternatif, le tourisme vert. D'ailleurs, je vous donne une information. En Belgique, le ministre de l'Agriculture, il est en même temps le tourisme du ministre. Il a deux portefeuilles, ministère de l'Agriculture et ministère du Tourisme. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'attire l'attention que justement un téléphérique entre Ain Drahm et Tbarka sera une aubaine pour la région extraordinaire. Et merci. Merci beaucoup. Donc, un tout petit mot, s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup. J'aimerais dire que tout le monde est d'accord sur l'importance et l'enjeu. Présentez-vous, s'il vous plaît. Mouheb Khchoum, chef d'agence BFPME Mednin, la banque de financement des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord et il a mis l'accent sur l'importance des énergies renouvelables et qu'il faudrait faire les mesures nécessaires pour drainer des investisseurs étrangers, pour investir dans les énergies renouvelables. Je pense qu'on devrait débloquer les projets actuels. J'ai entendu qu'il y a des projets, donc il y a des investisseurs qui ont fait des investissements dans la région de Tataouine. On commence par débloquer les problèmes de ces investisseurs et on prépare des actions pour améliorer et encourager les investisseurs à investir en Tunisie. Et je dirais, venez investir en Tunisie. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup pour votre... Non mais, excusez-moi, je crois qu'il y a un autre panel. Il y a un autre panel. C'est bon. Une seconde. Allez-y. Merci. Je me présente, Abdelhadim Neifer, je suis consultant. Je tiens à remercier les intervenants. Je tiens à remercier les consultants, mais j'aurais aimé qu'il y ait une analyse SWOT pour chacune des régions, c'est-à-dire présenter les forces et les faiblesses de chacune des régions et présenter les opportunités et les menaces pour les régions. Aussi, je suis d'accord avec Siberjab pour la clusterisation, sauf que la région de Qarouane ne peut pas être une région pour l'automobile. Elle est à 50 km d'un port. Donc, si on veut avoir une région exportatrice, il faut que ce soit comme au Maroc, à Tanger par exemple, à Amphida, ou une région qui soit quand même proche d'un port. Et merci. Si vous permettez, je donnerai 30 secondes à chaque panéliste et on clôture le panel. Merci. Donc, merci pour toutes les interventions. Donc, comme vous voyez, le sujet de développement régional, il ouvre l'appétit. Donc, c'est mettre tout un panel de cette importance dans une durée très limitée. Ça nous pousse à ne pas être un peu exhaustif. Donc, comme l'a dit le dernier intervenant sur l'analyse SWOT. Donc, mais je veux relier avec la question posée. Où est le problème? Donc, je vous remercie pour la question, mais je veux bien vous dire que c'est un rappel, ce n'est pas une question, parce que nous, on est ici, parce qu'on a posé la question, on est en train de chercher des solutions, donc pour répondre aux différentes freins et goulots d'étranglement pour le développement régional, malgré que la Tunisie, elle a beaucoup fait dans ce domaine, il nous reste beaucoup, oui.
Donc on est ensemble actuellement pour conduire à bien cette activité de développement. Et peut-être dans cette question, il y a une réponse aussi à la première question qui a été aux alentours, que le contraste flagrant entre les potentialités et le niveau de développement dans surtout les régions du sud et du nord-ouest. Et je pense que la question où est le problème, il résout ce contraste. Pour finir avec Si Iqbal, peut-être que je pense que ce n'est pas une question, mais l'analyse que vous avez posée justifie davantage le choix de porter l'action de développement, surtout en matière d'action productive, dans le sens des filières de développement agricole. Et par l'occasion, peut-être que je vous demande où est-ce qu'on est sur l'élevage et la filière cunicole. Merci Si Iqbal, merci Président. Merci. Donc, si Aslen va prendre la parole. Juste, s'il vous plaît, 20 secondes. Hein. Très rapidement, pour répondre à Siali par rapport à la question de la Banque des régions. À la Connect, c'est un credo pour nous, c'est une des priorités. On a fait plusieurs sorties médiatiques à ce propos-là, mais on a eu aussi l'avantage de travailler avec Monsieur le ministre, sous l'égide de Monsieur le ministre de l'économie, sur les dernières mesures pour améliorer le climat des affaires. Et parmi ces mesures, il y a des mesures qui tendent justement à résoudre cette problématique d'accès au financement, en termes de régional, naturellement, je le sous-entends, hein, en termes de redynamisation des SICA régionales. Ça, c'est un élément et c'est une approche qui va être concrétisée sous peu. Ça fait partie des mesures qui ont été prises pour l'amélioration de l'accès au financement et puis pour le fonds de garantie des PME. Donc ces deux éléments, je pense qu'elles vont être d'une grande aide pour l'accès au financement dans les régions. En attendant, la banque régionale, qui peut être la banque postale ou tout autre élément financier ou institution financière équivalente. Voilà. Merci. Shukran. Donc, pour répondre le cas de lac de Bougrara, donc l'étude de développement je parle sous le contrôle de Madame la ministre de l'équipement de l'habitat. On a prévu dans l'étude, c'est-à-dire le problème des lacs, et donc pour ce développement, il n'y a pas un problème dans ce sens de préservation du lac de Bougrara. Pour la région du Sud, donc, je pense qu'on doit travailler ensemble pour le climat d'affaires. Nous, au Sud, on a cette, comme a dit M. Arsène, on a cette intégration entre les deux régions du Sud-Ouest et du Sud-Est. Donc, on a toute une stratégie de développement des activités économiques au sein de cette région. Je vous rappelle actuellement qu'on au niveau de la Tunisie, on est entré dans la concrétisation de 9 clusters ou chaînes de valeur dans toutes les régions, dont 3 au sud, c'est-à-dire avec le travail, avec le dialogue public-privé. Donc on a la chaîne, des chaînes de valeur diversifiées qui sont choisies par les acteurs de la région publique et privée, donc les grenades à Gabès, le pêche à Mednine, c'est-à-dire pistache à Gafsa, le tic à Sfax, c'est-à-dire l'artichaut à Bizerte, miel dans le Jandouba et de l'artisanat à Sidi Bouzid et le figue de Barbarie et le chismoul. C'est bien. Donc, on a presque fait les contrats avec tous les acteurs de la région et on est entré dans la concrétisation des filières économiques dans ces régions. Merci. Il ne me reste qu'à remercier mes panélistes. Juste deux petits mots. C'est vrai, il faut noter que la Tunisie est première au monde dans l'agriculture, la culture biologique des olives et de l'huile d'olive, on est les premiers. Donc, peut-être vous avez remarqué que mes collègues, mes pénalistes ont mis l'accent sur surtout l'agriculture, parce qu'il y a surtout l'agriculture biologique, il y a tout un potentiel à développer. Je tiens à remercier tous mes panélistes et je crois que je dois inviter Monsieur le ministre, Monsieur et Madame la ministre,
et c'est Abd Bast. Je suis vraiment, il y a beaucoup de travaux qui sont faits au niveau de toutes les régions et donc on va passer aux distributions de prix. Je veux remercier toute la présence. Vraiment, on apprécie votre présence pour cette première séance importante. On a tenu à ce que les régions soient là. Malheureusement, le temps manquait pour que chaque gouvernorat présente individuellement ses opportunités. Je confirme, M. Azan Berjeb, l'objectif, c'est effectivement d'arriver à une clusterisation par région. On voudrait aller au maximum de capital régional possible. L'idée, c'est de chaque région identifier quelle est l'activité phare pour laquelle elle a des avantages compétitifs par rapport à d'autres régions. Et nous, au gouvernement, on s'engage à en faire la capitale nationale de cette activité, justement selon la logique du cluster. Le concept, je pense qu'il est rodé, il est pertinent, et il y a beaucoup d'interactions positives de la part des régions. Et donc, nous allons, peut-être on n'a pas eu le temps d'avoir du marketing à la manière moderne comme vous l'avez souhaité, mais on aura le temps puisque les prochains mois, nous aurons à mieux affiner toutes ces propositions et nous reviendrons avec une proposition plus peut-être attractive parce que je pense que c'est ça la voie. Et également la deuxième priorité, et c'est pour ça que je remercie beaucoup Madame la Ministre de l'équipement d'être là, la deuxième priorité également c'est l'aménagement des territoires. Il est très très important d'avancer sur ce dossier-là parce que je pense on a trouvé qu'une bonne partie était liée au fait que le terrain n'était pas adéquat, il fallait faire une conversion d'activité, de type d'activité, etc. Et ça prenait beaucoup de temps. Et donc l'idée c'est d'avoir une distribution de différents territoires, mais bien l'industriel, touristique, l'agricole, etc. Ça permet de mieux planifier la planification des utilités, donc l'approvisionnement, et en même temps être plus pragmatique, parce qu'aujourd'hui, les investisseurs, ils sont toujours dans une course contre la montre, de préférence un bâtiment qui est prêt, ou à défaut de cela, un terrain qui est prêt. Donc, c'est la deuxième priorité de plans régionaux, et je finis par dire que la priorité cette année, ça va être pour vraiment pour le développement régional. Contraint financièrement, nous n'avons pas beaucoup de ressources, malheureusement, pour pouvoir avoir beaucoup d'ambition d'investissement comme on le souhaite, mais c'est pour ça qu'on va aller avec le PPP au maximum, et nous allons donner la priorité aux régions pour qu'elles aient leur chance de développement. Donc on passe immédiatement à la distribution de prix. Je remercie monsieur le panéliste. On a pressé un peu nos directeurs pour qu'ils préparent, les directeurs généraux pour préparer ces présentations. Je les remercie vivement. Merci. شكرا نشكروا لي بانيليست الكل نشكروا كل الحضور يعطيكم الصحه دونك لي بروجي اللي كما تفضلوا قال السيد وزير الاقتصاد والتخطيط بالنسبه للمشاريع نتاع التهيئه الترابيه والمشاريع معناتها نخدموا عليه وكما قال سيادته يلزمنا معناتها نزربوا فيهم هذا الكل توسكي لي ريفورم والاصلاحات رانا نخدموا في خدمه كبيره وجو كومبرون معناتها الاسئله اللي جات من الحضور يقول لك علاش وينهم معناتها في الايامات الجايه ان شاء الله vous allez voir les actions هذوما كلهم في التطبيق معناها باش نتعداو ديريكتومون للتطبيق. المشاريع الكبيره نتاع المشاريع الكبرى اللي تجدد قبيله كيما المشروع بن غياضه مشروع تبارورا كيف قاعدين نخدموا عليهم وتبعثوا ديجا المجلس الوزاري وباش ناخذوا فيهم ان شاء الله قرارات ونحطوهم زاد كيف اون اكسيون في الايامات الجايه. سبخه السجومي كيف نخدموا عليها مع وزاره البيئه ووزاره الفلاحه وان شاء الله زاد في اقرب الاجال معناتها نشوفهم معناها الكل نخدموا قاعدين في اصلاحات كبيره امل ان شاء الله النتائج تظهر في الايامات المقبله ونشكركم انكور على الحضور وعلى الاسئله نتاعكم اللي كانت قيمه لي بريزونطاسيون كيف كانت قيمه وان شاء الله نقعدوا ديما نعملوا معناتها سو جونغ دو فوروم خاطر لي زيشونج راهو باهيين هذوما الافكار نتاعكم باهيه نتعاملوا الكل مع بعضنا المجتمع المدني كونكت الهيئات الكل وربي يوفق البلاد وربي ينجح تونس.